Professeur Kahn, bonjour. Bonjour. Mon parcours est déjà extrêmement long. Oui. Pour faire simple, professionnellement, je suis médecin, ancien interne, chef de clinique des hôpitaux, et j'ai commencé à travailler dans le domaine du cancer, des leucémies, l'hématologie et du cancer, mais j'ai fait beaucoup de choses en médecine. Très tôt, je me suis intéressé à la recherche et je suis devenu progressivement le chef d'une équipe et puis d'un laboratoire et puis d'un institut de recherche et enfin président d'une très très grande université. Presque parallèlement à la recherche dans le domaine de la génétique, de la cancérologie, je me suis intéressé à la dimension éthique, morale des progrès techniques dans le domaine de la biologie et de la médecine. Et donc, cela fait 35 ans que je suis membre de comités d'éthique français, européens et internationaux. Et aujourd'hui encore, j'ai été, par exemple, commissaire du gouvernement en 1991 pour la discussion de la première loi de bioéthique. Et je n'ai jamais cessé depuis. Dans le domaine du cancer, j'ai été 14 ans le président du comité éthique et cancer. Donc vous voyez, j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Je ne parle que du côté professionnel. Mais ce qui est tout à fait caractéristique de mon parcours, les mots-clés, c'est le cancer, c'est la dimension humaine, la dimension morale éthique, la dimension de la solidarité, et puis aussi la recherche et l'action associative, l'action humanitaire. Si bien que quand on m'a proposé de rejoindre la Ligue et de proposer d'en prendre la présidence, je n'avais pas de raison de refuser compte tenu de mon parcours. Il n'y avait pas de tâche qui me convenait mieux que cela. Aujourd'hui, des très grands progrès ont été faits, puisque très globalement, il y a 56% des cancers qui sont vraiment guéris, et parmi ceux qui ne sont pas guéris, il y en a qui sont mis sous une forme de chronicité, telle que les gens vivent très longtemps avec, mais vivent véritablement. C'est un progrès tout à fait énorme. Il y a des cancers où c'est une révolution. Chez les messieurs, le cancer des testicules était fréquent et très grave dans ma jeunesse de médecin. Aujourd'hui, on en guérit presque toujours, et je pourrais multiplier les cas comme cela. Même des cancers qui restent redoutables, comme le cancer du poumon, avant tout lié à la consommation de tabac, à la fumée de cigarettes, commencent à pouvoir être mieux traités, en particulier grâce à la thérapie ciblée et grâce aux immunothérapies, qui est une nouvelle manière de traiter les cancers. Si bien qu'aujourd'hui, les moyens que l'on a, c'est évidemment une amélioration très importante de l'efficacité, de la précision et de l'innocuité de la chirurgie. C'est pour les rayons, les radiothérapies, des moyens qui délivrent des doses de rayons avec très peu d'irradiation des tissus voisins, avec peu d'effets secondaires. Et puis, dans le domaine des médicaments, de la chimiothérapie, deux grandes percées. Une qui date du début des années 2000, qu'on appelle la thérapie ciblée. On ne tue pas les cellules qui se divisent vite, comme les cellules cancéreuses. On s'oppose à l'anomalie de fonctionnement des cellules qui est responsable du cancer. C'est pour ça que l'on appelle une thérapie ciblée, car le médicament n'est pas un médicament contre les cellules, mais il s'oppose à une cible particulière. Et enfin, l'immunothérapie, qui consiste à profiter de tout le potentiel du système immunitaire pour rejeter ces cellules étrangères que sont les cellules cancéreuses. Il n'y a pas de doute que ces progrès vont continuer. Ils vont se poursuivre. Il n'empêche que les cancers restent nombreux. 400 000 personnes seront atteintes de cancer tous les ans. Une personne sur deux risque d'être atteinte de cancer dans sa vie. Dans le futur, c'est évidemment considérable. C'est aujourd'hui la maladie la plus fréquente. C'est aujourd'hui la maladie dont on décède le plus souvent.
Et donc c'est aussi un phénomène de société, le cancer. Dans le domaine de la prévention, notre priorité, ce sont les jeunes, car la plupart des pratiques addictives qui vont faciliter l'apparition des cancers, le tabac, l'alcool, la mauvaise alimentation, certaines contaminations par papillomavirus du fait des pratiques sexuelles, c'est dans la jeunesse que cela se passe. Et donc rien n'est plus urgent que d'essayer d'agir à ce niveau-là. Et on prépare une très très grande mobilisation de la nation sous la forme des états généraux de la jeunesse face au cancer, qui aura lieu au niveau national à l'automne 2021 et au printemps en région, qui est en quelque sorte le point d'orgue de cette importante campagne. Pour ce qui est de la recherche, tous azimuts, mais on a deux domaines sur lesquels on focalise. Le premier domaine, c'est évidemment l'immunothérapie. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'espoir lié à l'immunothérapie. Le deuxième domaine concerne le cancer des enfants. 0,8 à 1% des cancers frappent les enfants. C'est la première cause, le cancer, de mort des enfants en dehors des morts domestiques, après les morts domestiques. Et les traitements qu'on utilise pour les cancers des enfants ont des bons résultats, 83% de rémission complète aujourd'hui, de guérison du premier cancer, mais eux-mêmes, ce sont des médicaments toxiques qui augmentent beaucoup le risque de second cancer. Et donc, on a mis un accent extrêmement important pour qu'on arrive à changer cette thérapeutique cancérigène pour une thérapeutique aussi ou encore plus efficace, mais qui ne greffe pas l'avenir des jeunes. Deux grandes priorités. Pour les personnes malades, on met un gros accent sur les aidants, car aujourd'hui, on insiste sur l'accélération de la transition de l'hôpital à la ville. Elle n'est possible que si des aidants sont mobilisés. Assez souvent, ces aidants sont salariés, ils doivent s'arrêter. C'est un sacrifice, c'est un danger de difficulté matérielle, une paupérisation. Et les mesures qui sont envisagées pour aider les aidants par une indemnité journalière ne concernent pas les aidants des personnes atteintes de cancer. C'est injuste. Donc on va se mobiliser sur ce point. De la même manière, on va se mobiliser pour que l'enveloppe qui a été votée, qui a été décidée dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le projet de loi de finances, puisse profiter à la Ligue afin qu'elle puisse offrir plus de soins support traditionnels naturellement, en essayant au plus possible d'aller vers les gens où ils sont, c'est-à-dire de rompre ce que l'on peut rompre de la fracture territoriale qui couvre souvent la fracture économique. Voilà. On a aussi une priorité qui est importante pour achever l'effort qui permet aux personnes qui sont guéries de leur cancer d'être vraiment guéries socialement, psychologiquement et professionnellement, de pouvoir reprendre le trajet de leur vie normale dans la société qui n'est pas très accueillante. N'arrivant pas à oublier qu'elles ont eu des cancers, ces personnes. Du 2. Du 2, oui. Non, du matin, au réveil du 1er, normalement. Oh non, on n'a pas dit ça parce qu'on sait bien que le 1er janvier, on boit un coup, quoi. Oui. On fête le nouvel an. Non, on n'est pas des prohibitionnistes, quand même. On connaît la vie. Donc c'était du 2. Du 2, alors. Du 2 au 31 janvier. Voilà. Alors, tout d'abord, je le suis, strictement, vraiment, depuis la fin du repas de Noël, du repas des fêtes que j'ai fait avec ma très grande famille. Ah, je vais vous dire, on n'a pas bu que de l'eau, hein. Honnêtement. Eh bien, après ce festin, je n'ai bu que des boissons non alcoolisées. J'ai fait mon discours au personnel de la Ligue à Paris et je n'ai offert que des boissons non alcoolisées. Du pétillant de rhubarbe, c'est pas du champagne, du pétillant de rhubarbe. Pareil, on a fait une grande conférence de tous les présidents des comités départementaux. Ils ont eu du jus de cassis, du jus de poire, du jus de pomme et du pétillant de rhubarbe. Et jusqu'au 31 janvier, je ne boirai pas une goutte d'alcool. Et le 1er février, je trinquerai un coup, pas à l'eau, pour fêter ça, pour fêter ce succès. Ce qui est très important,
Pour les gens, ils ne sont pas très nombreux, qui le pratiquent, c'est qu'ils s'en sentent bien, honnêtement. Voilà. Mais, et la raison pour laquelle c'est un succès, ce n'est pas tellement le nombre de gens qui ont relevé le défi, c'est qu'on en a énormément parlé dans la presse. Et donc, jamais, alors même que l'actualité est extrêmement dense actuellement, jamais tous les moyens de médias, la télévision, la radio, les grands journaux, n'avaient autant insisté sur le problème de la consommation d'alcool. Et ça, c'est un plein succès. Le Dry January, c'est un mouvement qui est né, l'idée est née il y a très très longtemps en Finlande pendant la guerre, mais qui a été repris il y a 13-14 ans en Grande-Bretagne. La DGS, la Direction générale de la santé, le ministère des Solidarités et de la Santé de Mme Agnès Buzyn et l'agence Santé publique France préparaient le Dry January à la française. Les équipes à l'agence Santé publique France étaient au taquet et travaillaient depuis 7 mois. Et en effet, le président de la République s'est fait extirper une promesse en dînant avec des grands producteurs de champagne à Épernay, comme quoi il n'y aura pas de Dry January en France. Alors ils étaient drôlement contents, les Champenois. Alors la société civile a repris cela à son compte. Les agences publiques ne veulent pas, il y a des raisons politiques, tant pis, nous on va le faire. Et en réalité, ça a extraordinairement bien marché. Il n'est pas sûr que si ça avait été une campagne publique, il y aurait eu autant d'écho médiatique. Ben, la Ligue, non seulement elle participe, mais elle est l'un des moteurs. Tout à fait. Voilà. Parce que la Ligue a lancé ce grand mot d'ordre, je vous l'ai dit, faire en sorte que les jeunes puissent atteindre 102 ans, son âge bientôt, sans cancer. Or, parmi ce qui menace les jeunes d'avoir un cancer, il y a l'alcool, et notamment l'alcoolisation festive des jeunes. Et la Ligue avait lancé une campagne extrêmement violente, extrêmement médiatisée, un grand succès, sur les bières ultra fortes, qui est un des moyens privilégiés des jeunes pour leurs beuveries express. Binge drinking, Oui. comme on dit en anglais. Et donc à cette occasion, on avait réuni la totalité de la communauté qui est impliquée dans la lutte contre les addictions, notamment l'alcoolisme. Auparavant, on s'était mobilisé au cœur du mois d'août pour éviter un assouplissement de la loi E20, un assouplissement supplémentaire comportant la réintroduction de la vente de boissons alcoolisées dans les grandes compétitions nationales, professionnelles de sport. En 3 jours, la Ligue s'est mobilisée et les députés qui avaient une proposition de loi en ce sens-là ont fait retraite. Donc la communauté de la santé publique non gouvernementale et de la lutte contre l'alcoolisme était mobilisée. Et donc évidemment, elle est restée unie dans cette affaire-là. Les jeunes sont encore capables de se mobiliser. Ils ont une très grande générosité. On le voit quand ils se mobilisent sur le climat. Ah oui. C'est un mouvement évidemment magnifique. Ils le font avec leur forme à eux, avec leur icône. Greta Thunberg. Greta Thunberg, cette jeune Suédoise. Oui. Quand on voit le danger que représente la modification du climat, on comprend bien qu'ils se mobilisent. Mais ils sont encore plus concernés par le cancer en réalité. Le cancer, il ne concerne pas que les îles dans lesquelles l'eau va monter, il concerne, c'est la réalité de toutes les vies. Et par conséquent, on va essayer de faire en sorte que ces jeunes soient capables de se mobiliser comme ils savent le faire avec une si belle générosité pour cette cause qui les concerne également, énormément, mais avec leurs moyens, avec leur typicité de combat de jeunes, avec leur forme, avec leurs mots, avec leur musique, avec leurs réseaux sociaux tout à fait spécifiques. Et
le message, c'est d'abord, c'est important, c'est au moins aussi important que les autres combats que vous menez. Et en plus, dans ce combat-là, comme dans les autres, on peut s'éclater. Tout à fait. On peut s'éclater, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de tirer la tronche. On fait ça, on peut le faire dans l'enthousiasme et gaiement. Et je demande à des jeunes d'imaginer des événements enthousiastes et gais en cette matière. Tout d'abord qu'ils sont des personnes formidables et que aux bénévoles, j'aimerais leur dire, aux bénévoles qui ne sont pas encore, que être bénévole et s'engager pour la Ligue, mais je le dis également aux jeunes, c'est non seulement évidemment la satisfaction d'avoir une action généreuse indiscutable, je le dis souvent, un combat avec la Ligue, c'est un combat contre le cancer qui peut être pour le cancer. C'est un combat pour les gens atteints de cancer qui peut être contre les gens atteints de cancer. Donc c'est l'un des combats d'une vie qui est indiscutable, incontestable. Il faut bien voir que c'est rare dans une vie de mener un combat qui est indiscutable et qui est incontestable. Par ailleurs, outre cette satisfaction, dans le contact avec les gens, dans le sourire, dans l'impression que l'on est épaule contre épaule, main dans la main avec d'autres bénévoles pour la cause, pour mener le combat, soi-même on peut s'épanouir. C'est-à-dire que non seulement on fait du bien, naturellement, on mène un combat qui est juste, mais on peut le faire aussi pour soi, et cela peut contribuer à rendre heureux. Lutter comme cela peut contribuer à rendre heureux. C'est-à-dire aider les personnes et soyez heureux. Venez avec nous.